Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on est déjà quelques-uns en ligne pour ce webinaire consacré à un tour d'horizon des solutions CRM et digitales, comment décrypter le marché pour vos appels d'offres et toute recherche de solutions. On va se donner 2 minutes pour laisser le temps aux uns aux autres d'arriver et puis on démarrera. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat? Super. On va se donner encore 1 minute et on démarre. Ok, je pense qu'on va démarrer. Frédéric? Oui, je suis Ok. prêt. À toi de jouer. Alors moi, je suis Christelle Rahari, je suis directrice du digital chez Acemis Conseil. Et je suis Frédéric Mitev et directeur du pôle CRM chez Asimis Conseil également. Et enchanté d'être avec vous ce matin. Je suis tout à fait ravie d'être là aussi ce matin. Alors, juste 5 minutes, qui est Acemis? Qui sommes-nous? Acemis, notre nom dit ce que nous sommes, Anticipate Customer Experience and Make it Simple. On travaille sur l'expérience client, la transformation par l'expérience client avec nos clients. Et l'idée est, avec ce cœur de compétences, de vous aider à créer et anticiper ce que vous voulez faire vivre à vos clients et ensuite de aligner l'ensemble de l'organisation autour de cette ambition pour que ce soit simple et fluide pour les clients. Et make it simple, c'est avec le souhait de créer quelque chose qui soit efficace et qui crée de la loyauté, de la différenciation et finalement plus de revenus. On intervient avec 9 types de compétences, l'expérience client, le CRM, le digital, l'IA et la data pour améliorer l'expérience client et en fait aller plus loin, la relation client, le management des changements parce que tous nos projets sont gérés en incluant les transformations
que vivent les organisations et surtout les humains qui sont au cœur de ces organisations, la culture client, parce que c'est plus facile de mener ces transformations quand on pense aux clients, l'expérience salariée, parce qu'il faut une certaine symétrie d'intention entre ce qu'on transforme pour les clients et pour les salariés, et puis la plupart du temps, en fait, il y a plusieurs projets qui sont menés en parallèle et qui constituent un programme de transformation, et on aide nos clients à traverser ces transformations qui sont multi-compétences, multidisciplinaires. Nous faisons partie du groupe Noventia. Nous en sommes le bras armé pour ce qui concerne le Customer Centric. Et c'est un groupe qui a 3 types de spécialités aussi, le data marketing, l'innovation et la technologie, et puis les services financiers qui étaient le métier de ce groupe à l'origine. C'est un groupe qui a une vingtaine d'années maintenant, 350 salariés. Alors pourquoi on vous propose ce séminaire aujourd'hui? Nous accompagnons nos clients depuis pas mal d'années dans les appels d'offres, dans les choix de solutions CRM digitales et on constate ce marché foisonnant de solutions, de start-up, de nouvelles solutions, de rachats. Il évolue extrêmement vite et donc c'est compliqué pour nos clients de s'y retrouver. Il y a trois éléments importants. Il y a beaucoup de critères pour choisir les solutions. Évidemment, les critères fonctionnels techniques, les critères de taille, les critères de est-ce qu'on a un réseau de compétences en France qui va nous permettre de réaliser les projets? Est-ce qu'on a une culture projet ou à quelle vitesse on souhaite se transformer ou utiliser les technologies? Tous ces critères sont à prendre en compte et à combiner pour faire des choix. La deuxième difficulté pour les clients, et là où on les aide beaucoup, c'est le besoin de décrypter le discours des éditeurs. Plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup de jargon et on verra aujourd'hui qu'on va utiliser ce jargon, mais on essaiera d'être le plus pédagogique possible. Et il y a aussi des termes. Je prends l'exemple des parcours clients, qui est un terme extrêmement galvaudé. Certains éditeurs, quand ils parlent de parcours, ils parlent en fait de cycle de vie, prospect, nouveaux clients, clients fidèles. D'autres, comme Salesforce, quand ils parlent de parcours, en fait, ils parlent des scénarios marketing, alors qu'un parcours client, c'est ce que vit réellement le client. Donc on passe beaucoup de temps à traduire, à décrypter le jargon, à traduire les termes. Et puis le troisième point, c'est quand les éditeurs présentent des solutions, et c'est normal, il y a des solutions très matures, très anciennes, il y a des nouvelles solutions qui sont très récentes et pas encore complètement sèches, si j'ose dire. Et donc décrypter un peu, il y a des solutions qui sont issues de rachats et qui sont pas complètement intégrées techniquement dans le reste de l'écosystème de l'éditeur. Et donc décrypter tout ça quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a un vrai travail de décryptage. Et le troisième point, c'est que il y a déjà beaucoup d'outils qui existent pour s'y retrouver dans le marché. Il y a évidemment les grands analystes américains que tout le monde connaît, le Gartner, le Forrester, mais qui donnent une vision très américaine du marché. Et donc les éditeurs européens vont être peu présents dans les cadrans du Gartner. Et puis il y a d'autres outils comme G2 qui donnent des avis clients, etc. Nous-mêmes, on utilise ces outils, ils sont très utiles et je vous recommande aussi de les utiliser. Ça peut permettre d'avoir une première approche pour structurer ses choix. Mais en tout cas, nous, ça nous a amené à faire ce panorama. Donc, Christelle va vous présenter un peu les principes. Alors, ce panorama qu'on appelle Panorasémis, c'est un panorama de solutions donc sur l'ensemble du monde CRM et digital. On l'a orienté cas d'usage et écosystème. Et c'est là où il peut vous intéresser. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a construit au fil des années en travaillant avec des clients ou même pour notre propre veille, quand on a aidé des appels d'offres ou quand on a aidé des démarches de choix d'outils. Et en fait, on l'a fait bout par bout, puis finalement, on a trouvé qu'il y avait de la valeur à le consolider, et c'est pour ça qu'on vous le présente. L'approche est du coup centrée sur les cas d'usage. De quoi on a besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, de résoudre comme sujet? Et puis, à partir de là, on classe les acteurs autour de vos besoins à vous et non pas en partant des solutions. Donc c'est pas un classement qui est vertical, c'est plutôt un classement qui est par cas d'usage. L'autre sujet est qu'on fait attention quand on travaille sur l'ensemble de ce Panorasémis à prendre en compte l'écosystème qu'il y a autour
du besoin que vous êtes en train de traiter. Est-ce que vous êtes en train de faire de la relation client pour faire être capable de mieux répondre aux clients sur les demandes les plus simples, et donc vous êtes en train d'automatiser, peut-être que vous allez vous tourner vers une solution de chatbot ou une solution de CRM qui inclut ces technologies-là. Eh bien, avec quoi cette solution va pouvoir se plugger, avec quoi elle va pouvoir travailler pour que vous puissiez aussi, par ailleurs, publier facilement les réponses que vous avez inventées, et puis peut-être avoir des stats sur la consommation de tel ou tel item que vous avez mis en ligne. Donc, on travaille aussi sur les écosystèmes, avec telle solution est capable de vivre de façon harmonieuse, où est-ce qu'il peut y avoir des pièges, où est-ce qu'il peut y avoir des difficultés, qui sont des choses qu'on découvre au cours des projets. On essaie d'avoir un décryptage en amont des projets. Donc, l'idée est de se dire, on travaille sur des familles de besoins, et puis c'est à travers ça qu'on se repère pour pouvoir faciliter aussi le cadrage de vos projets de choix de solutions, pour que vous soyez toujours centré client. Que vous utilisiez notre Panorasemis ou pas, c'est un conseil qu'on vous donne en fait, qui est avant de choisir les solutions, de passer un peu de temps à vous assurer de savoir à quelles questions vous voulez répondre vis-à-vis de vos clients. Et donc ce panorama, il a été construit autour de 10 familles. Alors, comme l'a dit Christelle, on l'a construit un peu au fil du temps, au fil de nos expériences d'appel d'offres. Et en fait, ces 10 familles répondent aux besoins quand on se pose la question de je dois améliorer l'expérience de mes clients et je dois aussi améliorer l'expérience de mes utilisateurs et répondre à mes enjeux. Pour nous, il faut répondre à ces 10 questions, à ces 10 types de besoins qui couvre vraiment pour nous tout le périmètre de l'expérience client, de la relation client et de l'expérience salariée en relation avec les clients. On va les passer en revue, et puis vous verrez qu'après on va zoomer sur certains exemples de familles ou certains exemples de besoins. La première famille, c'est gérer les données clients. Évidemment, la donnée, c'est le carburant. Alors, on va parler beaucoup de technologie, mais sans la donnée, ça avance pas beaucoup. Et il y a quatre sujets sur les données. Je vais aller très vite, hein, mais il y a un premier sujet qui peut paraître très technique, mais qui est en fait aussi très métier, c'est l'architecture de données. C'est-à-dire la donnée client, elle est multisource, elle vient du digital, mais elle vient aussi de pas mal d'applications métiers. Et donc il y a un premier sujet qui est l'architecture de données, comment je capte l'information, comment je la stocke dans des entrepôts de données, comment je m'assure de la vision unique d'un client avec les référentiels de clients uniques. Donc c'est un sujet qui est extrêmement technique, mais qui est aussi très métier, puisque au départ, il y a cette vision client 360. Le deuxième sujet, qui est souvent un pain point pour un point de difficulté pour beaucoup de projets, c'est la qualité des données. C'est assurer la qualité, enrichir la donnée en permanence, et puis assurer la gouvernance des données. Et là, il y a toute une famille de solutions qui répondent à ce type de besoin. Et puis, il y a un dernier sujet qui est en train de monter de plus en plus ces dernières années, c'est évidemment l'aspect sécurité et juridique. Bon, vous avez tous entendu parler évidemment du RGPD, mais il n'y a pas que le RGPD, il y a aussi la cybersécurité, il y a aussi les aspects cloud américains, cloud souverain. Enfin, il y a beaucoup de sujets et on voit bien que ça monte de plus en plus. Donc, si je résume, c'est architecture de données pour une vision unique et 360, qualité, enrichissement des données et sécurité et aspect juridique autour des données. C'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce que vous pouvez accueillir vos clients dans des lieux physiques. Plusieurs points là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avant le contact? Comment est-ce qu'on prépare un rendez-vous? Comment est-ce que on gère les équipes qu'il y a derrière la prise de rendez-vous? L'autre point, c'est un sujet qui a été très présent pendant la crise sanitaire, c'est tout ce qui est les services autour du click and collect. J'ai fait une commande où j'ai regardé quelque chose que je voulais acheter en amont d'une visite au magasin. J'ai repéré les références. Est-ce que je le retrouve? Est-ce que je le retrouve pas? Où est-ce que je peux être servi et comment est-ce que je peux être livré? Il y a aussi l'accueil sur place. Qu'est-ce que je donne comme outil aux équipes pour qu'ils puissent renseigner les clients et puis les accompagner, les conseiller? On parle du vendeur augmenté finalement. Est-ce que j'ai une app? Est-ce que j'ai une tablette? Comment est-ce que je développe ça? Et puis toute la formation qu'il peut y avoir autour de cet accueil des clients dans les lieux physiques. Dernier point lié à ce sujet, c'est comment est-ce que finalement je réussis à faire une vision 360 et donc un lien avec le CRM pour qu'on sache que quelqu'un était sur le site, voire il est en train de naviguer sur l'app
alors qu'il est en magasin, et comment est-ce que les données circulent et facilitent la visite et du client et du vendeur en magasin ou en agence ou dans un lieu d'accueil de vos clients. La troisième famille, alors la troisième famille, elle est souvent présentée en deux familles, mais nous on l'a regroupée parce que ça concerne la conquête, le développement et la fidélisation des clients. Et là, il y a deux volets. Il y a un volet très commercial, très force de vente, avec ce qu'on appelle le SFA, l'automatisation des forces de vente, qui est un terme qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, c'est tout cet aspect gestion d'opportunités commerciales, gestion de rendez-vous que beaucoup connaissent. Et il y a en même temps conquérir, développer, fidéliser ses clients, ça se fait aussi par le marketing automation. On a vraiment insisté pour mettre les deux familles ensemble parce que pour nous, il y a une synergie à créer entre les deux. Et d'ailleurs, on fait de plus en plus, on fait beaucoup de projets ces dernières années qui visent à fusionner la partie vente et la partie marketing à travers le funnel marketing sur l'acquisition de leads, la gestion de leads qui ensuite se transforme en opportunité. Donc pour nous, c'est vraiment ces deux familles de solutions différentes. Par contre, c'est un même besoin, conquérir, développer et fidéliser ses clients. Et il y a du sens à regarder ces deux sujets ensemble, surtout avec le monde qui est de plus en plus digital, pour essayer d'associer l'aspect force de vente d'un côté et l'aspect marketing automation de l'autre. Je m'étends pas sur le marketing automation parce qu'on fera un zoom particulier tout à l'heure sur ce sujet. Alors, la quatrième famille, c'est d'optimiser le marketing digital quand vous êtes en train de créer vos sites, vos apps et toute autre interface digitale. Comment est-ce que finalement, quelles sont les solutions qui vous permettent de créer ces sites plus facilement et puis de les gérer avec du CMS par exemple, les solutions pour optimiser la navigation à travers vos apps et aussi pour suivre l'évolution de votre UX et pour l'améliorer au fur et à mesure en tenant compte de l'amélioration des taux de conversion dans les différentes étapes du tunnel, les solutions d'A/B testing, tester quelles sont les meilleures interfaces UX que vous pouvez proposer et puis de les changer en live parce que gagner 0,1 de taux de conversion en plus, ça peut changer la vie. Tout ce qui est solution de mesure de la performance technique de vos interfaces, les tests utilisateurs, les sondages en ligne, et puis tout ce qui est recherche UX finalement. Donc en fait, tout ce qui peut permettre non seulement d'améliorer votre UX, mais aussi d'améliorer la performance et puis de suivre les performances donc avec tous les outils de mesure. La cinquième famille, c'est la famille de l'écoute client. Alors l'écoute de la voix des clients, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître mieux leurs attentes, savoir qui ils sont, savoir quels sont leurs besoins et puis quels sont leurs avis. Donc il y a bien des solutions pour collecter ces avis, les analyser, les tirer des enseignements et puis agir. Et puis finalement engager les clients, ça c'est souvent la dernière étape qui est de réussir à les faire participer à l'évolution de votre offre, l'évolution de vos magasins, pour que finalement ce que vous proposiez soit le plus collé possible à leurs attentes, ou même que vous puissiez tester des nouvelles offres ou des nouvelles configurations. Voilà. Donc là-dessus, on a cette série de solutions. Il y a aussi tout ce qui est études, les baromètres, les études ad hoc ou les études disponibles à tous, les enquêtes, le mystery shopping et tout ce qui vous permet finalement de capter de la matière qui enrichira votre écoute client. Voilà, c'est ce qu'on retrouvera dans la famille 5. Donc, dans la famille suivante, c'est pratiquement le jeu des 7 familles. Il y en a 10, mais ça aurait pu. C'est l'assistance client. Alors ça, on le vit tous en tant que client. Il y a quatre grands sujets. Il y a d'abord la gestion de flux, et c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup chez Assemis parce qu'on pense qu'il est souvent pas très bien traité. C'est-à-dire, quand je parle de flux, c'est tous les flux de demandes de clients. On peut faire des demandes au téléphone, par des formulaires sur le site web, par les réseaux sociaux. Donc les demandes clients ou les réclamations arrivent par de nombreux flux avec beaucoup de volume parfois. Et donc comment trier ces demandes, comment les router au bon endroit, comment les envoyer au bon interlocuteur, comment y répondre vite, c'est un vrai sujet. Et souvent, on constate qu'il n'est pas forcément bien traité ou traité de façon très cloisonnée par canal.
et pas de façon globale. Donc évidemment, on va trouver toutes les solutions, type ACD pour la voix, gestion des emails en masse, etc. Et dans l'histoire, ça a souvent été traité de façon extrêmement cloisonnée par typologie de solutions. Nous, on recommande vraiment d'avoir une vision omnicanale de ces gestions de flux. Le deuxième sujet, c'est tout simplement la gestion des demandes et des réclamations. C'est une fois que la demande est arrivée, c'est comment je la traite, comment j'y réponds. Donc là, je vais utiliser du jargon. On parle souvent de case management, mais en français, c'est de la gestion de tickets. Vous avez tous eu ces tickets quand vous êtes face à un SAV. C'est toute la machine pour gérer ces demandes. Il y a un troisième sujet qui est plus terrain. Ça peut être le SAV terrain. C'est Darty qui vient réparer votre machine. C'est aussi des techniciens qui se déplacent pour réparer un certain nombre d'équipements. Et là-dessus, alors on parle beaucoup de field service, de service terrain, mais il y a aussi de plus en plus l'assistance visuelle. Et on a fait, nous, un panorama particulier sur ces outils qui, on pense, qui sont des outils très intéressants. Et le dernier sujet là-dessus, c'est de donner l'autonomie aux clients. C'est pas uniquement des centres de contact, des services clients, des forces nomades de techniciens, mais c'est aussi des portails, des apps qui nous permettent à chacun d'entre nous de nous renseigner, de nous auto-dépanner avec des bases de connaissances, avec des tutos, avec des vidéos qui nous permettent, avant d'appeler un SAV ou un service client, d'être autonome pour pouvoir trouver des solutions par soi-même. Et c'est évidemment très important d'avoir tous ces outils dans l'espace. La septième famille, évidemment, c'est tout ça, c'est très bien. Là, on est vraiment dans l'opérationnel, mais maintenant, il faut piloter. Il y a une frustration autour de ces outils, c'est que chacun des outils dont on parle là embarque des solutions de reporting, du reporting opérationnel. Il y a aussi tous les outils de BI qui ont fait des tableaux de bord, mais on voit que c'est encore pas assez parce qu'il y a toujours ce besoin de visibilité des données, d'aide à la décision pour des comités de direction. Et là, on voit qu'il y avait un gap. Et ces dernières années, on a vu apparaître tous les outils de data visualisation comme Power BI, Tableau, ClickView et j'en passe, qui permettent de donner au métier une vraie visibilité et pas uniquement des tableaux de chiffres ou des graphiques difficiles à interpréter. Donc là, il y a un vrai changement et la data visualisation en particulier a apporté beaucoup, je pense, pour démocratiser le pilotage, que ce soit du pilotage temps réel, du monitoring ou du pilotage en temps différé. Et évidemment, c'est très important d'avoir cette dimension-là. Ça permet de faire de l'amélioration continue sur tout ce qui est relation client, expérience client. La huitième famille, c'est la transformation de l'expérience client avec l'IA et la data. Alors bien sûr, c'est un sujet qui est un peu tarte à la crème et qui est un peu en avance en réalité par rapport à ce qui existe sur le terrain d'après notre veille. Et du coup là, notre approche est un peu différente dans le panorama Semis puisque là-dessus, ce qu'on a fait, c'est on est allé regarder finalement quels sont les bénéfices dans l'expérience client de l'utilisation de l'IA et la data. En quoi est-ce que ça peut être un levier pour vraiment transformer, faire une rupture dans l'expérience que vous proposez, aussi bien à vos clients que peut-être aussi par rapport à vos collaborateurs. Parce que finalement, l'IA et la data, c'est aussi un moyen de faciliter et d'enrichir le travail de vos collaborateurs qui sont en contact avec les clients. Donc, on travaille il y a des problématiques d'amélioration de la performance opérationnelle. Il y a aussi des sujets d'enrichir la fluidité omnicanale des parcours de vos clients, le fait de pouvoir enrichir les services, et puis tout ce qui est peut-être lié à certaines industries qui sont plus en avant sur ces sujets, qu'il s'agisse de la banque ou des télécoms ou de la distribution. Donc là-dessus, en fait, finalement, on est plus proche d'un benchmark dans ce qu'on a réalisé. Et puis autour de ça, on a regardé quelles sont les solutions qui sont les plus utilisées pour répondre aux problématiques des différents secteurs et des différentes entités. Donc c'est dans cette approche-là qu'on vous propose, c'est de cette façon-là qu'on vous propose de découvrir les solutions. Pas tellement les solutions en elles-mêmes, ça c'est intéressant, mais il y a finalement le Gartner, le Forrester et les différents sources pour trouver toutes les explications techniques, mais souvent ce qui manque, on l'a vu dans les entités, c'est d'avoir un moment pour réfléchir sur mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment à améliorer et qu'est-ce qu'on peut améliorer. On n'est pas toujours conscient d'ailleurs de ce qu'on peut améliorer grâce à la data IA. Donc c'est sur ça qu'on essaye de passer du temps et puis de vous accompagner.
La neuvième famille, elle est un peu moins front office dans la relation d'expérience. Elle est plutôt sous-jacente, mais il faut aussi améliorer l'efficacité opérationnelle pour mieux servir les clients, pour avoir des réponses rapides, efficaces. Il y a trois aspects grossièrement. Il y a des aspects de planification. Je pense notamment au centre de contact avec les outils de workforce management qui permettent de planifier de combien de téléconseillers j'ai besoin le mardi par rapport au mercredi, par rapport au pic de charge. Dans l'aspect commercial, on a aussi des sujets en fonction des segmentations clients, de répartir ses ressources en fonction des segments clients ou répartir ses budgets. Il y a un deuxième sujet qui est plus autour de l'automatisation des process avec les outils de BPM ou de RCA ou RPA. Voilà, je suis à nouveau dans le jargon, mais en tout cas, c'est l'idée d'automatiser si dans un process, on a toujours une même séquence de 5 actions par rapport, par exemple, à un type de réclamation où je vais toujours faire les 5 mêmes actions. Eh ben, je peux automatiser ce process pour être plus rapide, plus efficace et que le téléconseiller ou le conseiller soit plus orienté client et plus le temps d'échanger avec le client. Ça, c'est tout ce qui est BPM et RPA. Et enfin, autour des parcours clients, qui est un thème qui nous est cher, hein, puisque c'est vraiment dans notre ADN chez Assemis Expérience Client, c'est de pouvoir visualiser les parcours. Par où est passé le client. Alors, quand c'est sur du digital, c'est plus facile. Quand c'est sur des parcours figitaux, c'est plus compliqué, l'information est plus diffuse, mais il y a quelques outils comme LiveJourney ou Cadian qui permettent de visualiser les parcours clients et qui donc permettent ensuite d'améliorer l'efficacité. Donc, c'est pas une famille qui a un impact direct sur l'expérience client, mais qui est quand même très importante. Et ça nous paraît indispensable de l'avoir au viseur dans tout ce panorama. La dernière famille est liée à la transformation par l'expérience client. Si vous transformez par l'expérience client, ça va changer l'expérience salariée. Et donc, comment est-ce que vous évaluez où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce que vous leur proposez de vivre, eux, en tant que salariés? Comment ça va dans l'entreprise? Donc, il y a tout cet éventail de solutions qui vous permet de faire des baromètres, qui vous permet de sonder et d'avoir des avis de vos salariés pour qu'ils co-construisent leur expérience. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les clients qui co-construiraient leur expérience? Et le deuxième sujet, c'est de simplifier l'expérience salariée. Alors ça, c'est lié à nos accompagnements de programmes de transformation. Finalement, on s'est rendu compte que une fois que quand on pense à améliorer le CRM ou à améliorer le logiciel d'accueil des clients en magasin ou qu'on pense à améliorer le site internet visible de la part des clients et qui peut être partagé avec les collaborateurs, on a des collaborateurs qui peuvent se retrouver avec 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10 écrans différents pour pouvoir faire 2 ou 3 tâches essentielles et qu'ils répètent tout au long de la journée. Donc, on n'est pas là dans le sujet des RPA, mais l'idée de dire finalement, il y a un sujet aussi autour de la simplification des postes de travail. Et là-dessus, il y a des solutions qui permettent de suivre ça. Et il y a aussi une expérience du déploiement de diverses solutions dans des entreprises qui permet de créer des ponts entre les solutions elles-mêmes, de voir si effectivement elles vont être capables de travailler entre elles et de se nourrir mutuellement pour que ce soit pas la croix et la bannière pour le collaborateur d'effectuer les tâches qu'on lui demande en contact avec le client. Parce que tout ce qui va simplifier ces tâches va lui donner du temps et du cerveau disponible pour être en contact et à l'écoute du client qu'il a en face de lui ou qui est derrière le site ou derrière l'app et qui essaie de le joindre. Voilà. Donc là-dessus, il y a des liens avec le CRM, il y a des liens avec le référentiel client unique, etc., etc. Voilà. Si on a parlé de 10 familles et on se doute que dans ces 10 familles, il y a un certain nombre d'acteurs, comment est-ce que vous vous y retrouvez dans ce foisonnement d'acteurs? Est-ce que, comme on le voit souvent, vous allez finalement vous orienter vers une solution généraliste qui fait à peu près tout, qui fait papa-maman et qui va couvrir 90% de vos besoins? Ou est-ce que vous allez travailler avec des solutions spécialistes parce que vous êtes en train de travailler sur un sujet très précis et que vous voulez aller juste pointer ce sujet-là et que peut-être que ça diminuera aussi vos investissements sur ce sujet-là plutôt que de prendre une solution généraliste? Et puis ça dépend aussi de la taille des entreprises. Finalement, quelle stratégie adopter? Est-ce que je prends le best of breed, c'est-à-dire de prendre les meilleurs de chaque catégorie quand je suis en train de construire une suite de solutions qui doivent travailler en même temps?
ou est-ce que je fais une best of suite, c'est-à-dire que je prends l'ensemble des modules d'une solution qui propose tout. Voilà, ça c'est les questions qu'on peut se poser et c'est à ça que servent notamment ces panoramas de solutions qui vous sont proposés de ci de là et que nous pouvons aussi mettre à votre disposition. Alors notre approche, c'est vraiment l'approche qu'on utilise dans les appels d'offres pour définir des shortlists de solutions et pour aussi gagner du temps et pas consulter 25 éditeurs. Notre approche, c'est de déjà évidemment, il y a des leaders mondiaux de généralistes qui, comme l'a dit Christelle, couvrent un grand nombre des familles qu'on a présentées précédemment. Qui sont d'ailleurs, alors là, c'est peut-être une vision un peu plus CRM que digital, même si ces acteurs CRM vont de plus en plus vers le digital. Il y a évidemment deux noms que tout le monde connaît, de leaders mondiaux qui sont Salesforce et Microsoft. J'aurais pu citer SAP, Oracle, mais Salesforce et Microsoft représentent quand même une part de marché, je pense, du CRM la plus importante. Donc évidemment, on était obligé de les considérer et ça peut être une stratégie de faire du tout Salesforce ou du tout Microsoft. Par contre, nous, on aime bien dans les appels d'offres mettre des challengers qui sont un peu des poils à gratter. On a mis quelques exemples, et c'est pas exhaustif, mais l'un des plus importants aujourd'hui en Europe, en tout cas, c'est Effici. Effici, qui est un éditeur belge à l'origine et qui a racheté ces dernières années de nombreux acteurs français comme Idil, comme Ines, comme Vente Partners, mais aussi des acteurs en Espagne, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, et je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Donc pour nous, Effici est un acteur majeur en Europe et une bonne alternative éventuelle aux grands leaders selon vos cas d'usage et votre culture d'entreprise. On doit citer aussi Odonet, qui est un acteur français, mais qui propose des solutions très verticalisées sur le monde des ONG, sur le monde de l'immobilier, etc., qui a vraiment une logique de verticaux. Créatio, donc, qui est un outil encore peut-être peu connu en France, mais qui est au Gartner comme challenger des grands leaders et qui est un outil qui est basé sur du BPM, justement de l'automatisation de process, qui nous paraît assez intéressant, même s'il manque de notoriété aujourd'hui en France. Et puis Sugar CRM, qui est aussi un challenger mondial. Voilà, il y en a d'autres évidemment, mais enfin, c'est ceux qu'on regarde nous en priorité. Et donc, il y a cette approche généraliste avec les challengers, et ensuite il y a des spécialistes. Alors, on n'a pas mis toutes les familles parce que ça prendrait trop de temps, mais quelques exemples sur le marketing automation. Là, on a vraiment des spécialistes. Hein. On va citer Actito, qui est d'ailleurs Actito qu'on aime bien chez Asimis, mais qui est l'un des rares européens qui reste sur le marketing automation. Celigen, qui est aussi d'origine européenne, mais qui a été racheté par des Américains récemment. Adobe, qui lui est un Américain qui a plutôt racheté un Français qui était l'ancien Neolan que tout le monde a pu connaître. Et puis HubSpot qui complète, voilà, il y en a d'autres, mais il y a toute une famille de spécialistes. On verra que Salesforce et Microsoft ont aussi des solutions. Sur les centres de contact, il y a énormément d'acteurs. Alors là, on a par contre énormément d'acteurs français. Donc ça, c'est assez sympa par rapport à d'autres secteurs d'activité. On a cité quelques noms qui sont ici, mais c'est qui sont évidemment pas exhaustifs, comme Talkdesk, qui est quelqu'un qu'on trouve assez performant. Dial Ones qui propose un SVI visuel, Diabolocom qui est également pour nous très performant, Kiamo ou Akio, et il y en a encore beaucoup d'autres. On a un panorama dédié à ça. Et enfin, la famille des spécialistes du service client, comme Zendesk ou Pega sur les aspects Pega System sur les aspects case management, gestion de demande, gestion de réclamation automatisée. Et on a mis Vibe comme un exemple de l'assistance visuelle, de l'engagement visuel. J'aurais pu citer Apizzi et d'autres. On a également un panorama spécifique sur l'assistance visuelle qui nous paraît quelque chose de très intéressant. Donc si je résume, on peut évidemment avoir une stratégie tout Salesforce, tout Microsoft. On peut aussi décider de challenger Salesforce et Microsoft par des challengers, qui pour nous rend les appels d'offres plus intéressants parce que il y a un peu le poil à gratter par rapport aux leaders et il y a des solutions intéressantes chez ces challengers. Ou on peut aussi mixer avec des spécialistes selon l'importance de vos besoins et de vos cas d'usage sur un certain nombre de familles de solutions. Et encore une fois, on a mis un exemple. Alors, on a souhaité vous présenter quand même un exemple d'un généraliste. On a pris Microsoft, on aurait pu prendre Salesforce. Il y a des parallèles. Avec le temps qu'on a, je vais aller vite, mais sur Microsoft, vous voyez les 10 familles de besoins. À l'origine, il y avait vraiment, c'était très CRM avec classiquement les modules, les briques Sales, Service, Field Service avec Power BI, je crois, qui arrive depuis 2015, si j'ai bonne mémoire. On avait vraiment une vision très CRM autour de Dynamics. Avec SQL Server en termes de base de données.
qui s'est complété au fur et à mesure. Alors on peut continuer. Donc ensuite il y a eu l'aspect marketing. Vous voyez que dans ces briques, au début on n'avait que vente et services avec un trou dans la raquette historique pour Microsoft pendant longtemps qui était le marketing. On peut passer à la diapo suivante. Et en 2018, Microsoft a développé sa propre solution marketing que vous voyez là à l'écran. Mais pendant longtemps aussi, il s'est appuyé sur des partenaires, ce qui est encore vrai d'ailleurs. Un partenaire avec Adobe, ClickDimensions qui était le canon à email de Microsoft, ou Touchdown plus récemment qui vient du groupe Sarbacane qui permet aussi d'opérer des emails. La solution marketing de Microsoft, elle progresse petit à petit, mais il y a encore tout cet écosystème de partenaires pour la compléter. Et côté centre d'appel, c'était aussi un trou dans la raquette. Ça reste toujours quelque chose qui est pas complet chez Microsoft, mais c'est d'ailleurs pas complet non plus chez Salesforce. Et Microsoft complète petit à petit. Il y a une solution omnichannel qui permet de gérer les canaux en ligne comme le mail, le chat. Mais il y a encore beaucoup de partenariats avec les acteurs de l'ACD. Donc les deux secteurs où il y a eu des compléments, besoin de partenaires étaient beaucoup le marketing et les centres de contact. Les centres de contact, c'est aussi vrai pour Salesforce, c'est un peu moins vrai chez Salesforce pour le marketing puisqu'ils avaient leur propre solution depuis plus longtemps, comme on va le voir après. Et enfin, la troisième étape pour Microsoft, c'est que Microsoft a vraiment la vocation de couvrir les 10 familles et on voit qu'on a fait apparaître dans cette dernière slide des aspects plus digitaux au travers de solutions de développement d'apps pour les clients, au travers de solutions d'écoute client comme Customer Voice, au travers de solutions d'IA comme Customer Insight, et au travers de solutions sur l'efficacité opérationnelle ou de Microsoft Learn qui permet de développer la formation digitale. Et je termine en disant un dernier point qui n'est pas très important, c'est Dataverse que vous voyez tout en bas à gauche, qui est une Customer Data Platform, qui est la vocation de Microsoft de mettre à disposition les données, que tous ces outils CRM et digitaux partagent le même socle de données. Donc ça, c'est un point important. Donc ouais, vous voyez, donc après, ce qui est clair, c'est que quand on analyse la couverture de Microsoft, c'est pareil pour Salesforce. Elle n'est pas homogène. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus récentes, encore moins matures, où il n'y a pas encore toutes les compétences. Et donc, faire un choix full Microsoft, là, c'est vraiment à étudier en fonction de vos cas d'usage par rapport aux 10 familles pour se dire, est-ce que vraiment toutes ces solutions sont complètement matures? Il y a des solutions qui sont intéressantes, mais qui se parlent pas encore, qui sont pas encore intégrées complètement en termes de données. Donc, il faut appréhender tout cet écosystème Microsoft avec prudence en fonction de vos cas d'usage et en fonction des familles. Et on pourrait dire que ça s'applique aussi à Salesforce. Alors ensuite, on a souhaité zoomer sur une des familles, une des sous-familles, qui est le marketing automation, donc qui est dans la famille 3, conquérir, développer, fidéliser les clients avec les aspects commerce. Et on voit, et c'est ça qu'on pense qui est très intéressant dans notre approche Panorasemis, c'est que là, on zoome sur des cas d'usage. Même quand on parle de marketing automation, il y a déjà plusieurs cas d'usage. Il y a ce qui est en bas à gauche, le routage d'email, ce qu'on appelle vulgairement les canons à email, avec toute une série d'outils qui permettent de communiquer en masse des emails, mais qui sont peut-être un peu moins développés que d'autres sur l'aspect scénarisation des campagnes. Il y a une deuxième famille de besoins, de cas d'usage qui est le lead management. On a mis B2B-like parce que c'est beaucoup plus dans le B2B, mais en fait, c'est tous les parcours d'achat qui sont un peu longs. Nous, on a fait un projet de lead management pour un acteur de l'immobilier, un promoteur immobilier. Donc, c'est pas une question forcément B2B, B2C, c'est une question de parcours d'achat long. Il y a les deux qui sont au milieu. Là, on est vraiment sur le marketing automation au sens campagne marketing qu'on trouve beaucoup dans le retail, dans les télécoms, dans l'assurance. Et là, on est plus dans le monde du gros B2C quand j'ai des millions de clients à opérer des plans marketing, l'automatisation de plans marketing complexes, scénarisés, avec des segments, des cibles de clients, du multi-offre. Et donc là, on est sur les grosses machines de marketing automation. On a une famille ensuite qui est intéressante, qu'il faut pas oublier, qui sont liées au programme de fidélisation. Et là, je parle surtout des cartes de fidélité qu'on a tous dans nos portefeuilles, avec les cartes de fidélité, les moteurs à points qui donnent des récompenses, qui donnent des promotions. Et donc, on voit bien que c'est un cas d'usage assez spécifique. Et là, on a des acteurs qui répondent particulièrement bien à ce genre de choses. Et une dernière famille qui est peut-être en perte de vitesse aujourd'hui, les DMP, les Data Management Platform, qui permettaient de capter ou de faire des campagnes sur des cookies, donc sur des clients anonymes en fait.
Tout le jeu étant ensuite de reconnaître le client anonyme et de récupérer son email pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'histoire. Je disais que c'est en perte de vitesse, à vérifier. On est nous-mêmes en train de s'interroger sur cette famille parce que c'est vrai que la législation évolue autour des cookies et donc risque de limiter la capacité de ces solutions à travailler sur des cookies de façon anonyme. Donc c'est sûr que les DMP par rapport à il y a quelques années sont un petit peu en perte de vitesse et il y a aussi toute l'émergence de, là je vais encore utiliser du jargon, mais les Customer Data Platform qui arrivent aussi. Donc il y a pas mal d'évolutions autour de la captation des données et d'utilisation des campagnes avec les cookies. Voilà, c'était vraiment un exemple. Et ce travail-là, on l'a fait sur d'autres familles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions. Vous avez ici un ensemble de logos qui présentent les acteurs. Mais là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. On pourrait évidemment le faire si ça intéresse certains d'entre vous a posteriori. Voilà. Et moi, je vais prendre le relais de Frédéric sur le panorama des solutions de spécialistes de l'écoute client, donc la famille 5. Vous voyez les cas d'usage qu'on a mis à l'écran. Donc, il y a le sujet des études clients, comment est-ce que ça va pour vos clients, comment ils vous évaluent, les enquêtes et le mystery shopping. Il y a tout ce qui est capteur. Réussir finalement à avoir des endroits où vous avez des avis des clients. Il y a tous les sujets de l'analyse sémantique, parce qu'une fois que vous avez recueilli toutes vos données, le plus important est finalement de pouvoir l'analyser. Alors il y a ce qu'on peut faire à la main, mais de plus en plus, le plus intéressant et le plus efficace est de réussir à automatiser cette analyse. Et donc là, il faut réussir à trouver non seulement les bons critères pour faire l'analyse de ce que vous avez recueilli, mais savoir repérer aussi les signaux faibles. Donc là-dessus, c'est intéressant d'avoir un focus sur des spécialistes de l'analyse sémantique. Et puis, il y a les plateformes de CRM et puis tout ce qui est avis client. Non seulement avis client pour noter vos prestations, mais aussi pour engager les clients et qu'ils puissent finalement contribuer à l'évolution de vos offres. Donc voilà, et c'est là où on se rend compte que sur ces sujets-là, c'est pas mal d'avoir un classement qui se fasse plutôt par les cas d'usage, et puis d'avoir un décrypteur qui va vous permettre par sa connaissance du marché, par sa connaissance des acteurs en eux-mêmes, parce que souvent ces solutions sont très spécialistes et c'est la qualité des hommes en plus de la technique qui feront que la solution sera la bonne pour vous. Il n'y a pas de mauvaise solution sur le marché. La plupart du temps, il y a des solutions qui vous sont plus ou moins adaptées. Et donc, c'est là où il y a vraiment un enjeu à savoir qu'est-ce qui est disponible et à faire le meilleur choix pour vous. Il y a aussi des modèles de coûts, des modèles qui sont plus ou moins avantageux selon la taille de votre entreprise, selon vos problématiques. Est-ce que vous êtes présent uniquement sur un territoire? Est-ce que vous êtes présent sur l'ensemble du monde, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce foisonnement. Puis on sait aussi que il y a toujours, tous les jours, on sait que ce slide qu'on vous montre n'est pas à jour, parce que probablement il y a quelqu'un qui est apparu et qu'on n'a pas encore dans notre veille, et puis on va le rencontrer, et puis on pourra le rentrer, et puis et finalement être toujours mis à jour. Donc ça aussi, c'est l'intérêt prenez toujours le temps de voir plusieurs veilles et de voir aussi les différents axes. Nous, on vous a montré notre façon de décrypter cet univers. Peut-être qu'elle vous convient, peut-être aussi que d'autres vous conviendront mieux, mais faites le tri et essayez de croiser les références, en fait, parce que c'est tellement foisonnant qu'il vaut mieux avoir plusieurs références. Voilà. Et donc, pour chacun des types de solutions, on fait des focus qu'on vous montre là côté gauche. Donc il y a des fiches qui disent ce que ça fait de mieux, et ça compare les solutions entre elles sur le type de cas qu'ils traitent. Et puis il y a des zooms sur des acteurs de solutions, soit parce que c'est les leaders, soit parce que c'est des spécialistes en train de monter et qu'il faut avoir à l'œil et qu'il faut surveiller sur les 2, 3 ou 4 prochaines années. Parce qu'en général, quand on s'équipe d'une solution, on la garde pour 2, 3, 4 ans, voire plus. Donc c'est intéressant quand on fait son choix de regarder aussi dans ceux qui arrivent, ceux qui sont prometteurs et qu'il ne faut pas rater avant de signer ces engagements. Voilà. Donc en conclusion,
comment est-ce que on vous conseille de mener vos démarches de cadrage des besoins jusqu'au choix des solutions. C'était aussi l'objet de ce webinaire, puisque c'est intéressant d'avoir un panneau racémiste, d'avoir une veille, d'avoir accès à des veilles. C'est tout aussi nécessaire de les utiliser pour faciliter vos démarches de choix de solutions. La première chose qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps, comme on le disait au départ, de réunir les personnes autour de la table qui vont être concernées d'une façon ou d'une autre par les solutions que vous allez acquérir. Donc, il y a bien sûr les managers métiers, parce que c'est eux qui savent le mieux et qui doivent le mieux décrire de quoi ils ont besoin. Et on voit que selon les veilles qui sont utilisées, vous saurez quels sont les cas d'usage, prioritaires que vous souhaitez résoudre. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut intégrer des représentants des utilisateurs, un moment ou un autre, pour être sûr que ça marche. Donc, c'est pas idiot de mettre des étapes de POC, de mettre des étapes de sondage avec vos clients à certaines étapes. L'autre sujet, c'est que y a un moment ou un autre où cette intégration, elle sera avec votre DSI, avec différents métiers au sein de la DSI. Donc, il faut les associer au choix. Alors, parfois, dans certaines entreprises, il n'y a pas le choix, mais parfois, les marketeurs essayent d'avancer plus vite et les DSI et vos architectes tout le long de la démarche. Également parce qu'il y a des sujets de sécurité et d'architecture de vos systèmes d'information qui peuvent impacter sur les choix que vous allez faire. Donc, c'est mieux d'avoir vos alliés techniques tout le long de vos démarches. Et puis, ne pas oublier la structure achat. Alors, il y a peut-être un acheteur ou voire carrément un département entier lié aux achats. Ils sont des ressources vraiment très intéressantes dans vos démarches, parce que c'est eux aussi qui vont décrypter les offres, qui vont décrypter les conditions qu'il y a derrière, qui vont faire le lien avec le juridique, avec la data, selon les politiques qu'il y a dans vos autres entreprises. Et du coup, on parle aussi ici du RNSSI, la personne qui s'assure de tout ce qui est compliance entre de vos solutions, des solutions que vous envisagez avec la politique de l'entreprise. Donc, ces personnes-là, il faut les intégrer le plus tôt possible dans votre démarche. Alors, il ne faut pas qu'elles assistent à tout, parce que la partie qui est savoir de quoi vous avez besoin, il faut qu'elle soit suffisamment mûre pour qu'eux puissent bien faire leur travail et ne pas perdre trop de temps non plus, parce qu'en général, ils ont 50 dossiers en même temps. Donc voilà, ce qu'on vous conseille, c'est mobiliser votre équipe pluridisciplinaire, choisir une solution, ça embarque tout le monde en fait, et puis ça a des conséquences pour l'ensemble des métiers. Et donc pour terminer, comment mener un appel d'offres? Alors là, on vous pose une démarche complète. Hein. On peut aussi décider d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des accélérateurs. Mais en tout cas, si on fait une démarche vraiment complète, il y a forcément une phase de cadrage, évidemment, d'expression de besoin, de cadrage de la vision cible, de tout l'écosystème de solutions et pas uniquement d'une solution, de se donner une feuille de route dans le temps. Je vais commencer par quoi sur 3-4 ans, comme l'a dit Christelle, je choisis des solutions pour 3-4 ans, mais je commence par un premier lot. Je peux avoir un aspect business case aussi parfois que demandent les directions générales, et c'est bien normal d'anticiper les budgets et sur combien tout ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Donc évidemment, il y a cette question, et puis il y a une question de stratégie d'achat, à savoir est-ce que je passe par ce qu'on appelle un RFI, c'est-à-dire une consultation d'une longue liste avant un RFP, c'est-à-dire un cahier des charges détaillé sur une shortlist. Est-ce que je consulte un éditeur et un intégrateur de façon séparée ou en même temps? Est-ce que je m'oriente plus sur une stratégie généraliste ou spécialiste, comme on l'a dit? Il y a un certain nombre de questions de stratégie. Donc ça, c'est vraiment le cadrage de l'appel d'offres. Ensuite, il y a le dossier de consultation qui est important. Et nous, on insiste sur une chose, c'est d'avoir une notion de scénario métier, c'est-à-dire dans le cahier des charges, pas uniquement comme on le voit parfois encore, une lettre Père Noël d'une liste de fonctionnalités, mais plutôt des scénarios, des cas d'usage métier. Et on vous a donné une grille des lectures avec les 10 familles qu'on veut vouloir ensuite voir dans les outils. Vous avez une petite slide qui est un exemple de stratégie d'achat d'ailleurs chez un de nos clients avec un mix de généraliste spécialiste selon les sujets. Ensuite, il y a un point important, c'est que pour nous, ces étapes d'appel d'offres sont un moyen aussi de mobiliser les équipes, de les motiver, de les faire maturer sur les besoins. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une table de briefing
On a constitué l'équipe que Christelle a décrit et on explique aux gens. Certains ne savent pas toujours ce que c'est qu'un éditeur, un intégrateur. On fait beaucoup de pédagogie. On explique les éditeurs qui seront dans la shortlist. Est-ce que c'est des généralistes, des spécialistes, des petits, des gros, des leaders, des challengers. On explique tout ça aux équipes pour qu'elles soient forcément matures pour comprendre ce qui va se passer. Et puis aussi, on donne les règles du jeu de leur application dans les appels d'offres. On va leur demander parfois de noter elles-mêmes des solutions. On va leur demander, comme l'a dit Christelle, de donner un feedback. Voilà. Et ensuite, plus classiquement, on a les 4 grandes étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'approche fonctionnelle, l'approche technique, l'approche projet, l'approche budget, à travers des grilles d'analyse. Le point sur lequel j'insiste, sur la difficulté de comparer les offres entre elles. Les éditeurs, et c'est bien normal, c'est le jeu, ont tendance à proposer des approches de leurs solutions certains ont un prix qui va être tout en un, ou avec un budget, on a tout. D'autres vont avoir des approches très modulaires. Et donc, c'est pas forcément le moins cher qui est finalement le moins cher parce qu'il est moins cher, mais il fait beaucoup moins de choses. Donc, comparer les offres, c'est un vrai sport. À chaque fois, il y a par exemple sur le marketing automation, c'est en particulier vrai. C'est très vrai sur les centres de contact. Ça peut être vrai sur l'IA ou sur le digital parce qu'on a des coûts à l'usage. Et donc, c'est parfois difficile d'anticiper les volumes autour des cas d'usage. Donc, comparer les budgets, comparer les approches fonctionnelles, prendre en compte en même temps les aspects techniques, c'est parfois compliqué. Donc, Prendre aussi en compte la taille de vos équipes et leur capacité à absorber plus ou moins vite un projet autour de l'installation d'une solution. Donc, parfois, il vaut mieux aller sur une solution beaucoup plus simple et qui répond aux cas d'usage principaux, mais qui est en ligne avec la taille de l'équipe dans votre entreprise. En tout cas, le dernier message, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est de dire que gérer un appel d'offres, pour nous, c'est pas uniquement choisir une solution. C'est en même temps un moment important du projet parce que ça permet aux métiers qui ont parfois du mal à exprimer leurs besoins, ne connaissant pas le potentiel des solutions, de concrétiser un peu leur projet. Ça permet d'aligner aussi, par exemple, on parlait d'équipes pluridisciplinaires, la DSI et les métiers vont être dans les mêmes réunions. Et ça va leur permettre peut-être la DSI de mieux comprendre les besoins métiers et les métiers de comprendre les contraintes de la DSI. Donc c'est un vrai sujet d'alignement. Et puis ça peut permettre de donner une vraie dynamique au projet. C'est-à-dire que de dire ah bah oui c'est possible, on va y arriver et il y a des solutions qui sont géniales pour ça et donc ça mobilise les équipes. Donc on pense que c'est vraiment un moment important des projets. Encore une fois, ça, pour certains, si vous voulez aller plus vite, on peut faire des cadrages outillés où dès le début on a choisi 2 solutions. Et dès le début, on a ces 2 solutions sur la table et on les regarde et on fait un POC beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en amont. On peut décider d'aller beaucoup plus vite à l'expérimentation, d'être plus agile. Ça, c'est un vrai choix qu'on peut faire au début. Et ça Voilà. peut être aussi l'occasion dans certaines entreprises, ça peut être votre cas, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on peut faire de nouveau, à réfléchir à comment enrichir son offre. Parce que, comme on le disait, les solutions en fait créent des nouveaux possibles et comme elles évoluent très très vite actuellement, voilà, en fait, ça peut être un accélérateur de la transformation de votre offre. Donc, vous pouvez aussi profiter d'un temps de veille sur les solutions qui sont proposées par le marché pour faire du travail sur votre offre marketing, votre offre de produits, votre offre de services. Et c'est pas si mal de prendre ce temps en dehors du lancement d'un projet, voilà, avant d'être dans la seringue de tout ce qu'il faut dérouler pour que le projet sorte à telle ou telle date. Voilà. Ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'est que finalement les démarches de veille de solutions, elles sont vraiment clés pour les entreprises actuellement. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps aussi de discuter avec des gens qui font de la veille. Nous, on est à votre disposition si vous le souhaitez, mais encore une fois, on vous le dit, nous aussi, on utilise les outils de veille qui existent sur le marché. On passait du temps à rencontrer les spécialistes, passer du temps à rencontrer les solutions en elles-mêmes, pas forcément celles que vous allez acheter, parce que les gens sont passionnés aussi. Derrière les solutions, il y a des gens qui sont passionnés et qui connaissent vraiment très très bien leur métier. Et rien que tout ça, ça va vous ouvrir et va vous permettre de mieux connaître le sujet que vous êtes en train d'appréhender. C'est vraiment clé tout ce qui se passe au niveau du cadrage en fait. C'est ça qui va déterminer toute la réussite de vos projets par la suite et de vos choix.
Voilà. On espère que ce temps que nous avons passé ensemble aura été utile pour vous, qui vous aura permis de glaner quelques tips, quelques conseils utiles. Bien entendu, Frédéric et moi sommes à votre disposition maintenant pour répondre à quelques questions, même si on a un peu pris sur le temps, donc ça va être assez rapide. Mais n'hésitez pas, on vous met ici nos coordonnées. Vous retrouverez en fin de journée une version du document, alors un peu simplifiée, mais vous pouvez nous contacter à tout moment, nous sommes à votre disposition avec, on espère, suffisamment d'ouverture pour répondre à l'ensemble de vos problématiques. Donc merci pour votre temps et si vous avez des questions... Il y a des questions. Est-ce qu'on a le temps de répondre à certaines questions? Tu peux en prendre une ou deux, peut-être, Frédéric, dans le chat. Je vais remonter un peu. Je regarde les questions. Alors, on essaiera. Alors, la customisation d'un CRM, là, si je comprends bien, c'est le fait de développer un CRM sur mesure. Honnêtement, on a, à part des cas spécifiques, je vois pas beaucoup de raisons de développer. Alors, pendant longtemps, il y avait des développements de CRM spécifiques sur les pure players du digital. Des gens, comme, je ne vais pas citer de nom de marque, mais des gens qui n'étaient que sur le digital. Et c'est vrai que les solutions CRM étaient peu digitales là-dessus et ça a provoqué beaucoup de projets de développement de CRM sur mesure. Pour le reste, je pense que franchement, les CRM d'aujourd'hui permettent d'avoir un socle de fonctionnalités de base qui fait gagner énormément de temps. Et c'est pas en faisant un CRM sur mesure pour moi qu'on va créer une différence. Donc, par contre, utiliser les CRM du marché pour poser un socle de fonctionnalités et là-dessus se poser la question de faire une couche spécifique vraiment sur des choses qui font vraiment une grosse différence, soit en interne, soit en externe, pourquoi pas. Repartir de zéro pour redévelopper. On a une autre difficulté, c'est que les utilisateurs, c'est difficile pour des métiers d'exprimer leurs besoins si on leur demande des besoins aussi précis et détaillés. Donc nous, on n'encourage pas le développement de CRM spécifiques, sauf cas exceptionnels. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres comme questions. Tu peux en prendre une, Christelle? Je pense qu'on va couper là parce qu'on a déjà bien dépassé du temps qui nous était alloué. On a noté les questions de toute façon, donc on peut revenir vers vous pour un échange. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on vous laisse nous coordonner. Et ce sera un grand plaisir de poursuivre nos conversations autour de ces thèmes passionnants. Il y a quelqu'un qui disait qu'on est des personal shoppers. Ouais, c'est pas si mal vu. On essaye en tout cas effectivement d'adapter notre lecture à vos besoins et on vous conseille de faire la même chose en réalité. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de nous, mais prenez le temps de choisir parce que finalement, les solutions, il y en a forcément une ou plusieurs